Au Sénégal, une phrase du président Macky Sall selon laquelle les tirailleurs sénégalais avaient droit à des desserts pendant la colonisation française a suscité l'hostilité d'une partie de la presse sénégalaise. En France, Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, a été reçu ce lundi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. On en parle dans ce journal. Et puis, les principaux responsables libyens sont invités demain à Paris par le président Emmanuel Macron pour une conférence internationale sous l'égide de l'ONU qui doit ouvrir la voie à des élections d'ici la fin de l'année en Libye. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'appel à la grève illimitée lancé au Tchad par les principaux syndicats des services publics a été massivement suivi ce lundi. Hôpitaux, écoles et ministères étaient bloqués tandis que les fonctionnaires réclament le paiement de leurs primes et indemnités. Les détails. Les fonctionnaires tchadiens exigent le paiement de leur salaire intégral diminué depuis janvier des primes et indemnités. Pour des raisons budgétaires, le président Idriss Déby leur a demandé d'attendre jusqu'à la fin de l'année la régularisation de leur salaire. Mais samedi, ils ont refusé cette demande et ont décidé de lancer un nouvel appel à la grève illimitée après celle de janvier-février. Lundi, les établissements scolaires primaires et secondaires ainsi que l'université de N'Djamena était fermé, a constaté un correspondant de l'agence France Presse. De sources concordantes, les établissements scolaires d'autres villes du Tchad étaient à l'arrêt. À l'hôpital général de N'Djamena, le mot d'ordre était aussi respecté. Nous assurons un service minimum à la chirurgie, à la réanimation et dans d'autres services sensibles, a indiqué un infirmier-major. Enfin, le fonctionnement des principaux ministères était à N'Djamena au ralenti lundi, beaucoup de bureaux étant restés fermés à l'exception de ceux de responsables. Nous nous interrogeons sur la fuite en avant des syndicats qui n'honorent ni notre pays ni les travailleurs et travailleuses, a réagi Madeleine Alengué, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué se disant surprise de l'appel à la grève. Le gouvernement invite tous les travailleurs à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Des efforts sont en cours pour un redressement durable de la situation sociale, a-t-elle encore déclaré. Le Tchad, pays de près de 15 millions d'habitants, compte environ 92 000 fonctionnaires civils. En janvier, le gouvernement avait réduit de 50% les primes et indemnités des fonctionnaires, déjà réduites de 50% en 2016. Cette mesure d'austérité avait entraîné pendant 2 mois une forte grogne sociale. Mi-mars, gouvernement et syndicats du Tchad étaient parvenus à un accord pour mettre fin à la paralysie du secteur public. Au Sénégal, une petite phrase du président sénégalais Macky Sall, selon laquelle les tirailleurs sénégalais avaient droit à des desserts pendant la colonisation française. Cette phrase, disais-je, a suscité lundi l'hostilité d'une partie de la presse sénégalaise. Les tabloïds accusent le chef de l'État d'avoir commis une bourde, voire d'avoir fait preuve de révisionnisme. Reportage. Les régiments des tirailleurs sénégalais, quand ils étaient dans des casernes, avaient droit à des desserts pendant que d'autres Africains n'en avaient pas, a lancé samedi Macky Sall à la présentation d'un livre reprenant certains de ses discours. Reprise sur les réseaux sociaux pendant le week-end, la sortie du président a été critiquée lundi dans la presse locale. Évoquant une bourde indigène du chef de l'État, une partie de la presse estime que Macky Sall a insulté la mémoire des tirailleurs sénégalais. Pour le site d'information CNews+, pensez qu'il y a du bon dans la colonisation qui a été, sans aucun doute, le plus grand génocide avec un braquage froid et planifié de nos ressources et un piétinement de nos cultures est une faute impardonnable pour un leader africain. Le journal Le Quotidien, pour sa part, évoquait le révisionnisme du dirigeant sénégalais, estimant qu'il faudrait demander des comptes à Macky Sall qui a trouvé des bénéfices à la colonisation. Le chef du service communication de la présidence sénégalaise, le ministre El Hadji Kassé, avait affirmé sur TV5 qu'il s'agissait d'une boutade et exclut toute intention de faire l'éloge de quelque épisode colonial que ce soit. Il faut dire que la question coloniale reste sensible au Sénégal, tête de pont de la colonisation française en Afrique subsaharienne.
Le nouveau Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassori Fofana, a formé son gouvernement. Il faut dire qu'on ne note pas de changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur, Mamadi Youla. Plus de précisions à travers cet élément. Quelques jours après sa prise de fonction en tant que Premier ministre de la Guinée, Ibrahima Kassori Fofana a formé son gouvernement. Composé de 33 ministres, son équipe n'enregistre pas de changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur, Mamadi Youla. Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration du territoire conservent leur poste. En revanche, le portefeuille de l'économie est confié à Mamadi Camara, précédemment ambassadeur en Afrique du Sud. Deux dirigeants de deux petites formations d'opposition font leur entrée au gouvernement. Il s'agit d'Aboubacar Silla et Mamadou Mokhtar Diallo. Ils sont respectivement en charge des transports et de la jeunesse et l'emploi des jeunes. Ibrahima Kassori Fofana a été nommé Premier ministre de la Guinée par le président Alpha Condé suite à la démission de Mamadi Youla. Ce dernier a présenté à Alpha Condé sa démission ainsi que celle de tout son gouvernement le 17 mai dernier, soit plus de 2 mois après la promesse du président guinéen de faire un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations souvent meurtrières. En France, Mamoudou Gassama, le jeune malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, a été reçu ce lundi à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Juste après cette rencontre, le président français a annoncé qu'il sera naturalisé français et intégrera les sapeurs-pompiers. Le point à travers ces images. Il était loin d'imaginer rencontrer un jour le président français. Et pourtant, aujourd'hui, l'inimaginable est devenu réalité. Et ce tête-à-tête avec le chef d'État français, Mamoudou Gassama, le doit à son acte de bravoure. Le jeune Malien est reçu à l'Élysée sur invitation d'Emmanuel Macron, qui tenait à le féliciter d'avoir sauvé la vie d'un enfant suspendu dans le vide. À titre de reconnaissance, le jeune Malien sans papier a reçu une médaille et un diplôme pour acte de courage et de dévouement. Mamoudou Gassama sera également naturalisé français et intégrera les sapeurs-pompiers. Ouais, ça me fait plaisir, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Il est très content parce que le boulot qu'il a fait, et que dès qu'il a vu un enfant déjà, qu'il était en train de manger un restaurant avec sa petite copine, il va regarder les matchs de Ligue des Champions. Il attendait les gens qui klaxonnent dans les voitures et les gens qui crient. Et lui, il est sorti, il a regardé là-haut, il a eu un enfant. Et qu'est-ce qu'il a passé? Il a passé directement d'aller sauver les enfants. L'opération de sauvetage de Mamoudou Gassama a été filmée par des passants ébahis qui s'étaient regroupés en bas de l'immeuble. Sur la vidéo, on voit l'homme escalader à main nue et en 30 secondes environ, 4 balcons de la façade de l'immeuble pour récupérer l'enfant et le mettre en sécurité. Diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo est rapidement devenue virale avec déjà plus de 4 millions de vues dimanche en fin de journée. Restons en France où les principaux responsables libyens sont invités demain mardi à Paris par le président français Emmanuel Macron pour une conférence internationale sous l'égide de l'ONU. Cette rencontre est destinée à ouvrir la voie à des élections d'ici la fin de l'année dans ce pays plongé dans le chaos depuis 2011. Ce rendez-vous diplomatique inédit a été confirmé dimanche par la présidence française. L'objectif est de créer les conditions d'une sortie de crise en Libye en responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux. Pour tenter d'y parvenir, le président français accueillera durant 3 heures mardi les 4 principaux dirigeants rivaux. Il est annoncé la présence du Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants Aguila Salah Issa et celui du Conseil d'État Khaled al-Misri. Ils ont donné leur accord pour signer une déclaration qui fixe le cadre d'un processus politique prévoyant la tenue d'élections législatives et présidentielles, si possible d'ici à la fin de l'année. Ainsi sera actée la responsabilité de la communauté internationale sur l'avenir de la Libye. Le processus politique devra aussi s'attacher à simplifier les institutions pour que ne subsiste qu'une seule banque centrale et un seul parlement. Jusqu'à présent, tous les efforts engagés ont échoué à stabiliser ce pays d'Afrique du Nord depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Le plan d'action de l'ONU prévoit en outre qu'un projet de constitution puisse être soumis à référendum, ce qui pourrait repousser la tenue des élections et permettre
de mener à bien la réconciliation nationale. Au Nigeria, 2 femmes kamikazes ont tué au moins 3 personnes dans un double attentat dans le nord-est en proie à l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Ces attaques sont survenues dimanche soir lorsque des kamikazes ont déclenché leur explosif à l'intérieur d'une maison et près d'une mosquée dans la ville de Kondouga, située à 35 km au sud-est de Maïdougouri. Reportage. 3 personnes ont été tuées dimanche dans les 2 attentats perpétrés par 2 femmes kamikazes et 7 autres ont été blessées selon un responsable de l'agence de gestion des urgences de l'État du Borno. L'une d'entre elles s'est fait exploser près d'une mosquée alors que les habitants se préparaient à la prière du soir et quelques instants plus tard, la deuxième explosion a eu lieu à l'intérieur d'une maison. Les attentats sont survenus dans la ville de Kondouga, à 35 km au sud-est de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Selon un milicien qui combat Boko Haram aux côtés de l'armée, 2 autres victimes sont mortes pendant leur transfert vers l'hôpital de Maïdougouri, portant le bilan à 5 morts. Mais les services de secours n'ont pas confirmé ce bilan dans l'immédiat. Ce double attentat survient 2 semaines après une attaque à Kondouga où un kamikaze avait tué 5 miliciens à un poste de contrôle. Le conflit qui dure depuis 9 ans a fait plus de 20 000 morts et environ 2,6 millions de déplacés au Nigeria. Le groupe djihadiste a été largement affaibli par la contre-offensive des armées des pays de la région depuis 3 ans, mais les attaques et attentats contre des cibles militaires et civiles restent récurrents. Au Mali, une vingtaine de personnes, dont des civils, ont péri lors d'une attaque de présumés djihadistes samedi dernier. De sources concordantes, c'était dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. Les images. Les assaillants ont profité de la foire hebdomadaire de Talatay pour faire un coup de main contre un poste du mouvement pour le salut de l'Azawad dans les environs, a indiqué un conseiller local. Arrivés à bord de 3 véhicules et en moto, ils parlaient peul, arabe et tamashek, une langue touareg, selon la même source, faisant état de 4 morts dans les rangs du mouvement pour le salut de l'Azawad et de 8 parmi eux, dont leur chef présumé, un touareg. Selon un enseignant de Talatay, ils ont ouvert le feu sur un groupe d'individus qui se reposaient sous un arbre, faisant 5 morts sur place et 2 blessés. Dans un communiqué, le mouvement pour le salut de l'Azawad a fait état samedi de 7 civils tués, des jeûneurs qui se reposaient sous des arbres en cette période de Ramadan. Le mouvement déplore 4 tués et 2 blessés, affirmant que 8 assaillants ont été mis hors d'état de nuire. Le 18 mai, au moins 17 civils nigériens avaient été tués lors de l'attaque d'un campement de nomades Peul par des hommes lourdement armés venus en moto du Mali à une dizaine de kilomètres. Il s'agissait certainement de représailles à une attaque au Mali qui avait fait de nombreux morts parmi les Touaregs maliens, selon une source de sécurité nigérienne. Les violences intercommunautaires ne sont pas rares à cette période dans la région en raison des aléas climatiques qui rendent difficile l'accès à l'eau et au pâturage, relevait le 4 mai le Comité international de la Croix-Rouge. Du sport, avant de mettre un terme à cette édition, la 3e ligne Siya Kolisi deviendra le mois prochain le premier joueur noir capitaine de l'équipe nationale de rugby sud-africaine. Ce sera en test match lors des 3 rencontres face à l'Angleterre. L'annonce a été faite ce lundi par le sélectionneur sud-africain. Les images. Né dans un township de Port Elizabeth, Siya Kolisi, 26 ans, déjà capitaine de l'équipe des Stormers en Super Rugby, a fait ses débuts avec les Springboks en 2013 et compte 28 sélections. Un autre joueur noir, Chiliboy Ralpel, avait porté en 2006 le brassard de capitaine du 15 sud-africain, mais uniquement pour une rencontre sans enjeu face à une sélection mondiale qui n'avait pas le rang d'un test match officiel. C'est un grand honneur d'être nommé capitaine, a justifié Rassi Erasmus, le sélectionneur. Kolisi occupera le poste de capitaine pour les test matchs des Springboks contre l'Angleterre qui débute le 9 juin. Il a récemment commenté le rôle de capitaine qu'il occupe déjà en Super Rugby. Sa nomination lundi est très symbolique pour le rugby sud-africain qui peine à se débarrasser, près d'un quart de siècle après la fin de l'apartheid, de l'image de sport réservée aux Blancs. Pendant le régime raciste blanc, la majorité noire était interdite de représenter l'Afrique du Sud en rugby. Depuis l'avènement de la démocratie en 1994, les progrès pour intégrer les Noirs dans
dans l'équipe nationale des Springboks pour représenter davantage la population sud-africaine ont été extrêmement lents. Pour accélérer la transformation raciale de l'équipe, la fédération et le gouvernement ont d'ailleurs convenu que la moitié de l'équipe des Springboks qui participera à la Coupe du Monde au Japon en 2019 devrait être noire. Une recommandation difficile à tenir aujourd'hui en raison du mince réservoir de joueurs noirs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.